Bien, merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'être ici pour parler d'engagement citoyen. Notre deuxième Quintus à 7 de la 3e saison. On est super contents de vous accueillir et de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, j'allais poser la question parce que j'aime toujours poser cette question-là, même si déjà individuellement, je l'ai fait à quelques personnes, mais pour qui c'est la première fois que vous vivez un Quintus à 7 à main levée? Super, wow. Super. On est toujours très heureux de rencontrer des nouveaux visages, des belles personnes. Puis justement, c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on crée des Quintus à 7 pour vraiment créer des connexions humaines, de pouvoir partager des bonnes pratiques, de faire rencontrer des gens inspirants. Donc justement, on remercie chaleureusement tous les kiosques et les partenaires qui sont ici ce soir. On va prendre le temps de tous les présenter. Mais un Quintus à 7 ne serait pas un Quintus à 7 sans toutes ces personnes qui contribuent à ces événements-là, y compris les conférenciers qui viennent partager du savoir et de l'inspiration. Donc je remercie vraiment chacune des personnes qui est ici ce soir. Je suis vraiment contente. Ben, c'est le fun, ça. Ben oui, merci d'être tout ça. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. La raison pourquoi on a commencé à faire ça, c'est parce qu'on voulait rassembler les gens. On était porteurs d'idées, on avait des solutions, puis on s'est dit, voyons, c'est donc bien le fun de rencontrer des gens qui, eux aussi, sont à la recherche, ont cette fibre-là, ont le goût. À la base, on aime ça recevoir. On aime ça vous accueillir, on aime ça avoir quelque chose à servir, vous nourrir, vous abreuver également. Puis ça a toujours été dans notre ADN, donc on s'est dit comment on pourrait faire ça, comment on pourrait créer un événement qui pourrait justement nous permettre de faire cela à répétition. Et de là est né les Quintus à 7. Ça a commencé il y a 4 ans avec notre équipe, vraiment de façon informelle. Puis ça a grandi avec nos amis, nos collaborateurs. Puis aujourd'hui, ben, il y avait quoi, 50-60% des gens qui ont levé la main, c'est leur première fois. Donc on réussit à atteindre des gens qu'on n'a jamais, qui ne nous connaissent pas, des fois. Mais qui maintenant nous connaissent. Exactement. Mais en fait, c'est une petite réflexion que j'ai eue dernièrement en pensant, bon, c'est notre prochaine thématique, c'est sur l'engagement citoyen. Et les Quintus à 7 sont littéralement nés dans notre salon avec des gens qui avaient envie de s'impliquer pour Quintus. Quintus, rapidement, c'est une agence de communication Quintus Marketing, pour être plus précise, qui est née il y a 5 ans. Notre objectif était vraiment de travailler avec des entreprises qui avaient des valeurs sociales et environnementales pour avoir un impact, donc d'aller les faire rayonner pour que le grand public puisse connaître ces solutions-là et pouvoir justement les inciter à changer leur comportement. Et de là, en fait, est née une communauté de quintusiens, de quintusiennes, et on faisait des Quintus à 7 informels. Et un jour, on s'est dit, bien, ouvrons ces Quintus à 7-là au public, pourquoi pas? Et on en est à notre 3e saison, et maintenant, Quintus Création, un organisme à but non lucratif, est né. Donc, en décembre dernier, si je ne me trompe pas. Janvier, plus officiellement. Plus officiellement, janvier. Et voilà. Donc, petite introduction pour introduire qui nous sommes. Et voilà. Donc, en lien avec l'engagement citoyen et comment Quintus a commencé, c'est Quintus à 7. Super. Donc, aujourd'hui, on est dans devenir un citoyen engagé. Parce que, oui, c'est bien les politiques, oui, c'est bien toutes les institutions qui font des actions, mais c'est le fun aussi de faire une part, de prendre action, de mettre la main à la roue, si je peux dire. Et justement, aujourd'hui, on a des gens avec qui on va discuter. Hein. C'est quoi l'engagement citoyen? Comment commencer? Comment inspirer les autres? Donc, c'est vraiment les thématiques, les sujets qu'on va aborder ce soir. Mais juste avant, je sais que tu avais des petites salutations. Bien, je vais quand même présenter chacun des kiosques. Oui. Je sais que là, on a eu du plaisir sur la terrasse, pris un petit verre. J'espère que vous avez goûté au hot dog VG. Si ce n'est pas le cas, ben moi non plus, je n'ai pas goûté encore, donc on pourra en manger par la suite. Je reconnais plusieurs visages, donc oui, plusieurs ont goûté. Super, bien il en reste suffisamment. Donc, je voudrais présenter justement chacun des kiosques qui sont ici présents ce soir. Donc, vous pourrez aller les voir. Je n'introduirai pas en détail ce qu'ils font parce que le mieux, c'est qu'eux-mêmes puissent vous le dire à leur façon. Donc, il y a ici Logique présent ce soir qui vont pouvoir vous expliquer ce qu'ils font. J'ai déjà été introduit sur des super projets que possiblement même Quintus Création vont pouvoir bénéficier. Donc, à suivre. Également, S'implique, on a rencontré pratiquement dans les débuts de Quintus. Ils étaient jadis à l'Esplanade. Donc, on est content de vous accueillir ce soir. Également, à côté, Solon, qui est représenté par Anne, qui a parfois un double chapeau et qui est aussi au parcours développement durable, qui
présent ce soir ici, Thibaut qui représente. Si je reviens un peu avant, il y a l'association végétarienne de Montréal, de Montréal, qui est ici présent. Également, la Maison de l'innovation sociale qui présente le projet 100 en un jour Montréal. Et pour ne pas dire... Oui. Ça a lieu demain, je crois, hein? Aïe, aïe, aïe. Parfait, ce soir, là, pour les motiver, ça peut commencer dès demain. Et voilà. Super. Et si je me dirige de l'autre côté, il y a Lauson, école de conduite éco-responsable, socialement engagée. Pour avoir parlé avec Pablo, j'étais super impressionnée. Donc, allez voir quelles sont leurs innovations. C'est super inspirant. Également, NatureLab. Et si j'ai oublié quelqu'un parce que je ne le vois pas, juste lever la main et je vais vous introduire. Oui, je vais dire après parce qu'ils sont juste à côté. Donc, NatureLab, entre autres, j'aimerais vous présenter un projet que nous avons également avec Quintus Création. Donc, oui, nous avons la petite ambition de créer une forêt. Donc, avec NatureLab, nous avons pris l'engagement de planter au courant de la prochaine année ou en tout cas dans les prochains mois, 1000 arbres, idéalement sur la région de Montréal pour faire la compensation carbone des Quintus Assets, donc des 5 événements de la saison 2019. Ils ont plein d'autres super projets, donc allez les voir. Et Novagrow, juste à côté, qui réussissent à faire de la santé, une innovation. Donc, vous pouvez cultiver à même votre cuisine des végétaux. Donc, des pousses. Alors, merci beaucoup. Et on remercie, bien là, je vois Cubi ici, qui est notre partenaire de saison, qui nous a fait ce superbe support publicitaire éco-responsable fait de carton recyclé. Anne, avec qui on collabore depuis quelques années, donc on remercie pour sa créativité. On est super contents. Et je tiens aussi également à remercier nos 4 super bénévoles étoiles que nous avons ici ce soir, qui nous ont grandement aidés et qui nous aident encore. Donc, on vous remercie. Sans vous, on n'aurait pas eu... on aurait eu plus de difficultés à monter tout le tout. Donc, je tiens maintenant aussi à remercier nos partenaires. Donc, vous avez pu revoir Justin de chez Marius, qui est avec les Quintus Assets depuis le tout début et qui nous a fait une super annonce ce soir lors du Quintus Assets. Là, donc, les Quintus Assets, ça fait vraiment plein de choses. C'est à plusieurs niveaux. Donc, on est super content de l'avoir, encore une fois, comme partenaire de saison. Pour les curieux, c'est qu'il y a des belles rencontres qui se font. C'est ça, totalement. C'est très convivial et chaleureux. Ensuite, je ne veux pas oublier personne, donc je vais reprendre ma liste. Qui nous avons comme partenaire? Ben, nous avons Gousta, en fait, que les saucisses végétariennes que vous avez pu goûter lors des super hot dogs que Maxime vous a fait sur le barbecue. Nous avons Gotti Kombucha qui offre de la superbe kombucha en fût. Nous avons Nourrir qui nous ont préparé des noix, un multi-noix. Nous avons Humano qui nous offre des produits équitables. Juste rapidement, en parlant d'équitabilité, les Quintus Assets sont des événements classifiés numéro 4 sur la norme BNQ pour des événements éco-responsables. Ils sont également certifiés équitables et zéro déchet. Mais ce soir, c'est un peu difficile. Faire un barbecue zéro déchet, ça a été une des choses que j'ai remarqué qui était assez difficile. Donc, mea culpa, tout le monde. Nous tentons notre possible d'être le plus zéro déchet possible, mais nous allons communiquer justement sur les difficultés de l'être à 100%. Tout à fait. Nous en aurons un beau livre blanc éventuellement à la fin de l'année. Quel autre partenaire j'ai oublié? Ben, l'association Zéro Déchet. Oui, bien sûr, qui vont être moins fiers de nous ce soir. C'est vrai. Et on fait le CQER, donc le Conseil québécois des événements éco-responsables, qui nous accompagne dans cette certification éco-responsable. Nous avons mon Cubi, je l'ai nommé, Marius, Nourrir, j'en oublie toujours parce qu'il y a tellement de gens. Un monde à vie, en fait, c'est vrai, ce soir, vous avez eu un petit coupon de participation pour gagner des prix de présence. Donc, on a Un monde à vie et Flower Inc. qui offrent de superbes cadeaux. Et même, finalement, Humano a décidé aussi de vous offrir des cadeaux, en plus des superbes bouchées qu'ils offrent. Il y a des bouchées Prana. Et je pense que ça fait le tour. Si j'ai oublié quelqu'un, je le dirai tantôt. À vous tous d'être ce soir. À vous tous d'être ici présents puis d'échanger avec tout un chacun puis de faire de belles rencontres. Je vous remercie d'être là au nom de Quintus. Merci, Jessie. Merci. Oui, c'est vrai. On ne vous remercie pas assez. Et merci, Jessie, de nous ramener à l'ordre. Donc là, après cet amalgame de remerciements, je crois qu'on en est à l'heure de la discussion participative tant attendue.
Oh! Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écorise et l'Ange bleu. Ah, mon Dieu, comment les oublier en plus? Et Québec sans frontières. Bon, merci, je m'excuse, je n'ai pas... Et les musiciens. C'est vrai. J'ai oublié Orange plein de monde, List. finalement, mon Dieu, mais il y a tellement de gens. Et j'oubliais, bien sûr, Qui d'autre? le Pop-Up Lab. Donc, oui, notre partenaire principal que j'oublie, mon Dieu. Sans Desjardins, la Caisse du Plateau Mont-Royal, beaucoup de cet événement n'aurait pas lieu. Donc, on les remercie chaleureusement et j'aimerais aussi rapidement, parce qu'en fait, justement, on a oublié nos collaborateurs, mais on ne vous a pas oublié parce qu'on vous aime de cœur, mais en fait, Desjardins, la Caisse du Plateau, notamment cette semaine, gagné un prix en innovation. Pourquoi? Parce qu'ils ont lancé un projet pilote qui s'appelle le Pop-Up Lab. Et cette semaine, nous avons déménagé et là, nous sommes... aux Anges. C'est vraiment dans un superbe espace. On vous invite vraiment en grand nombre à venir. Pourquoi? Parce que c'est un espace de coworking totalement gratuit. Et ça n'existe pas. Mais en fait, maintenant, ça existe, mais jusqu'à présent, c'est assez unique. Donc, c'est l'adresse 4361 Saint-Denis. Pour ceux qui sont fans de yoga, c'est l'ancien Lululemon. Donc, c'est un superbe espace hyper grand, hyper lumineux. Vous pouvez arriver dès 9 h le matin. Vous pouvez vous installer dans un poste de travail et vous venez travailler avec une équipe, plein d'équipes en fait, dont ici présent, fiers représentants des récidivistes et bien sûr Écorise et l'Ange bleu avec qui nous dînons à tous les midis, que nous prenons du plaisir à collaborer. Et même ici, présent Victor qui nous fait faire du yoga le matin et que j'ai promis de recommencer la semaine prochaine. Donc voilà. Donc, et oui, bien sûr, Québec sans frontières qui sont également kiosques ici présents ce soir. Et qui d'autre j'avais oublié? Je pourrais être sûre que j'ai... Non, là, je pense que c'est tout. Donc là, maintenant, on est vraiment prêt pour la discussion. Je ne pense pas avoir rien oublié d'autre. Wow, toute une introduction. Voilà. Un peu longue, mais qui en valait la peine. C'est vrai. Alors maintenant, sans plus tarder, oui, Maxime veut nous introduire nos conférenciers et conférencières. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans une formule très conviviale, on se passe le micro. Je vous présente Pauline Wolfe du CRC. Ariane Gagnon de Solon. On dirait que je fais des rimes. Oui, c'est une bonne raison. Hugo de la Maison de l'Innovation sociale. Stéphane ou Steben? Steben. Et bien sûr, Thérèse Drapeau, citoyenne engagée qui porte multi-chapeaux. Oh oui. C'est fou, hein? Juste à cause de ça. Donc, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à regarder pour un peu me renseigner pour le sujet de ce soir, je me disais, bon, l'engagement citoyen, c'est quoi? T'sais, on dirait qu'on sait tous qu'est-ce que c'est, mais quand on fait des recherches pour approfondir nos connaissances, on finit par se rendre compte que c'est très vague, c'est très vaste. Est-ce que c'est simplement faire du bénévolat? Est-ce que c'est d'aller voter? Est-ce que c'est de se renseigner? C'est quoi exactement s'engager citoyennement? Donc, c'est un peu sur cette prémisse-là que j'ai commencé à discuter avec nos panélistes. Et qu'est-ce qui en est sorti? Thérèse, selon toi, qu'est-ce que l'engagement citoyen? Ben, je vais d'abord dire pourquoi moi je suis engagée. Ça, c'est vrai, ça. En termes de... C'était dans tes notes. Je le sais, je le sais. Je fais des tests. C'est bon, c'est bon. C'est la preuve que j'écoute, hein? Tout à fait. C'est ça. 10 points. Alors, oui, merci. Alors, la raison pour laquelle je me suis engagée comme citoyenne et je continue de m'engager comme citoyenne, c'est tout simplement pour moi un prolongement tout à fait naturel de ma carrière, de mon travail. J'ai travaillé pendant 30 ans pour Environnement Canada. C'est pas toujours facile de travailler pour un ministère fédéral. Il y a des hauts et des bas. Hein? Puis quand ça va moins bien à job, on s'arrange pour que ça aille mieux ailleurs. Alors, je me suis engagée bénévolement dans plusieurs associations de communicateurs scientifiques, par exemple, plus tard en muséologie, dans mon quartier pour la promotion de la science, etc. Puis, non contente de cet engagement-là, j'ai aussi beaucoup formé de bénévoles, puis j'ai beaucoup appris sur ce que c'est que de faire du bénévolat puis être engagé comme citoyen. Donc, de là d'où vient cette flamme? De là ma flamme. Pauline. Allô? Moi, je suis citoyenne, donc je travaille pour le CRC, le Centre d'études en responsabilité sociale et en éco-citoyenneté, et je suis citoyenne engagée dans mon quartier, mais comme je suis urbaniste de formation, mon engagement est nécessairement allé pour mon milieu physique ou la qualité de vie en fait de mon environnement. Donc pour moi, l'engagement citoyen, c'est ça, c'est passer à l'acte dans son milieu de vie, vouloir changer quelque chose là où on vit. C'est comme ça que je le vis, c'est vraiment physique et autour de chez nous. Ah,
Ariane? Ben pour moi, l'engagement citoyen, c'est vraiment une manière de vivre qui a du sens. Je vois des choses autour de moi qui ne me satisfont pas nécessairement. J'ai une vision de comment le monde pourrait être vraiment génial, puis des fois, je trouve qu'il est juste un petit peu en dessous de ça. Puis j'ai vraiment envie de mettre mon grain de sel pour... Puis j'ose même pas... Ben, ça donne sens à ma vie. Je dis mettre mon grain de sel, c'est même pas en me disant que je vais changer quelque chose parce que je pourrais être déçue. J'ai pas envie d'être déçue. Mais juste, je vais faire tout ce que je peux pour que le monde ressemble à ce que je trouve qu'il pourrait être. Puis oui, ça donne du sens à ma vie, profondément. Tout à fait. C'est une des belles raisons aussi. Hugo, de la Maison de l'innovation sociale. Excusez-moi. Je pense que l'engagement citoyen, ou la raison pour laquelle je travaille dans ce domaine-là et je m'engage, c'est juste par, en fait, le désir de ne pas attendre après les autres pour que la ville puis la société évoluent selon mes valeurs, selon mes opinions, celles de mes concitoyens, pour mes enfants. Donc, c'est pas attendre que les autres le fassent pour nous, c'est de s'impliquer pour que ça se passe. Fait que là, on se dit, bon, on veut s'impliquer, comment ça se passe, mais moi, je fais quoi, là? J'ai le goût de m'impliquer. J'ai le goût de partir quelque chose. C'est quoi mes options? Où je commence? Où je regarde? Quelles sont les premières pistes? Est-ce que j'ai des organismes de référence? Ah, j'ai Pauline ici, là. Moi, je pense qu'il faut sortir. C'est vraiment ça. Il faut sortir de chez soi, il faut aller rencontrer des gens et il faut se trouver un projet commun à d'autres gens que nous et investir. Mais encore une fois, c'est vraiment mon chapeau de citoyenne urbaniste de formation qui parle, mais investir l'espace parce qu'après, les gens nous voient et ils viennent nous parler, ils veulent construire quelque chose de plus grand, etc. Donc, c'est vraiment sortir. C'est comme ça que je le vois. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais ayant eu à réfléchir beaucoup sur c'était quoi le citoyen engagé, tu sais, je t'en ai parlé, on a publié des guides, on a fait des cours, tout ça. On essaie de ramasser un peu les facteurs de succès, là, finalement, parce que c'est une chose de poser des gestes individuels et tout, mais de devenir réellement engagé, puis même leader en engagement, il y a un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte. La première chose, c'est d'avoir réellement la conscience d'appartenir à un milieu de vie dont dépend notre bien-être, notre bonheur, notre épanouissement. Donc, de sentir qu'on peut faire une différence si on tente d'améliorer ce milieu de vie-là et d'être conscient des droits et des devoirs que nous impose cette cohabitation-là avec le milieu qui nous entoure, autant au niveau personnel, local, collectif, puis même un peu plus élargi au fur et à mesure de nos ambitions puis de nos capacités qui se développent. Et puis, aussi, c'est d'avoir les capacités et d'être conscient du milieu où on peut réellement faire une différence. Donc, premièrement, c'est d'avoir, de comprendre c'est quoi un investissement. Attendez, je vais vous retrouver la formulation exacte, là, parce que je trouvais que c'était important. Il n'y a pas ses lunettes, tu sais. Donc, d'avoir une réelle volonté d'engagement, puis une volonté consciente, là, raisonnée, de dire, bien, parmi tout ce que j'ai à faire dans une semaine, là, je suis capable de consacrer combien de temps à cette option-là de faire une différence. Donc, d'avoir cette volonté-là, de comprendre les bénéfices que va entraîner cet engagement-là. Puis ces bénéfices-là, on en parle souvent, il faut qu'ils soient relativement à court terme d'abord pour en mesurer l'efficacité, pour être encouragé, pour être valorisé, puis pouvoir montrer aux autres que ça se peut de pouvoir continuer. Et puis, à la fin, bien évidemment, c'est d'avoir les capacités de s'engager ou de développer ces capacités-là. Ces capacités-là, c'est souvent des capacités qu'on peut développer dans toutes sortes de milieux, capacité de communication, capacité de gestion, capacité d'écoute envers les autres, mais je pourrais développer un petit peu plus tard, si vous voulez. Mais définitivement. Toi, Ariane? Bien, je pense que je vais, comme pour ajouter de la diversité, je vais y aller un peu de mon parcours personnel. Puis, tu sais, moi, ça part déjà, tu sais, d'une information, d'une certaine compréhension de ce qui se passe. On en a tous une. Puis, de là, il y a eu une bonne période avec pas mal,
pas nécessairement de l'angoisse, mais de la confusion parce qu'il se passe beaucoup de choses qu'on pourrait vouloir changer. Puis, il y a le principe d'Homère qui est utilisé notamment en médecine, mais qui consiste à ne pas nuire comme première phase d'action. Je me suis concentrée beaucoup là-dessus, ce qui m'a poussée à me concentrer beaucoup sur mon mode de vie, sur l'impact de mon mode de vie. Puis éventuellement, ben là, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, d'être saturée, d'échapper à la maladie mentale et, dans le sens où on peut capoter des fois, à s'intéresser à notre mode de vie, puis de vouloir passer à un niveau plus collectif, à une action à une échelle un peu plus large. Puis je pense que tous ces niveaux d'action-là peuvent faire partie de l'engagement citoyen. Tout dépend de ce qu'on trouve qui a du sens pour nous. Puis, il y a une autre, puis là, j'ai oublié cette citation-là, mais une autre citation que j'aimerais nommer, quelque chose qui me dit comme le jour où on va s'assurer que chacun de nos gestes, chaque chose qu'on fait, que ce soit un acte de consommation, le travail qu'on fait au quotidien, donc que chacun de nos gestes correspond à 100% à nos valeurs, bien là, le monde va changer. Après, ça peut être un peu lourd aussi comme citation parce que c'est difficile à réaliser, mais c'est juste l'idée qu'on a toujours un impact. Puis que s'intéresser à cet impact-là, bien, pour moi, n'importe quel morceau de l'intérêt qu'on porte à notre impact, puis où est-ce qu'on essaie que ce soit plus cohérent avec notre valeur, avec nos visions du monde, bien, c'est de l'engagement citoyen. J'ai peut-être un peu perdu le fil de la question, mais c'est ce que j'avais envie de partager à ce point-ci. Ben oui, c'est ça. Je pense que quand on parlait du point de départ, c'est ça? Oui. Moi aussi, j'avais perdu le fil de la question. C'est facile, quand on regarde autour de nous, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, il y a tellement de choses qu'on voudrait améliorer, qu'on voudrait qu'il se passe moins, qu'on voudrait qu'il se passe plus, que je pense que des fois, on a tendance à être un peu engourdi par ça. Je pense que le point de départ, c'est de faire des constats, de réaliser la petite roche qu'on a dans notre soulier, puis de se dire, ben finalement, ça c'est l'enjeu, ça c'est la thématique sur laquelle je veux tabler. C'est l'injustice dans la société sur laquelle je me dis, ça, je suis prêt à faire autre chose que juste constater puis me désoler. Je suis prêt à agir pour créer du positif. Puis je pense que l'autre élément, c'est de dire qu'est-ce que je suis prêt à investir pour créer ça. Dire, est-ce que je me satisfais de voter? Est-ce que je vais dans des consultations publiques? Est-ce que je prends des actions? Est-ce que je contribue aux actions d'autres? Est-ce que je fais du sociofinancement? L'engagement citoyen, c'est quand même quelque chose qui peut être multiforme, des formes quasi infinies. Mais je pense que le premier point de départ, c'est déjà d'identifier la roche qu'on veut enlever de notre soulier, puis de se dire, je décide de passer à l'action, puis de ne plus vivre avec ce malaise-là, d'y contribuer positivement. Donc, cette roche-là là, qui est dans notre soulier, là, qui nous achale, là, ça peut être quoi exactement? On parle, est-ce que c'est une ruelle qui est un peu désolée, qui est laissée à elle-même? Est-ce que c'est une situation sociale, on a dit, il manque de lieux publics facilitants? Quoi exactement? J'ai tout le temps ces petites questions-là. Là. J'ai envie de dire deux roches qui viennent tout de suite. Mais je sais pas, quand on lit les guerres au Congo qui sont en lien avec les matériaux, les minéraux qu'on a dans nos téléphones intelligents, quand on lit qu'au Guatemala, le taux de mortalité des enfants fluctue avec le taux du cacao sur le marché, à la bourse, moi, c'en est deux que, tu sais, c'est difficile, là. Du café pas équitable, j'en ai plus pris après. Puis j'achète un téléphone seconde main. Tu sais, il y a comme des choses, mais c'en est deux qui me venaient rapidement. Je pense qu'il y a d'autres roches que... Donc, en fond, c'est une prise de conscience. Oui. Je pense que ça part de notre sensibilité, parce qu'on remarque par exemple, on remarque plein de choses comme ça. Puis après, c'est comment on va chercher les capacités qu'on a pour jouer sur ces choses-là qui nous touchent. Et pour moi, c'est l'espace, parce que c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et clairement, sortir de chez moi, voir que, je sais pas, que les gens ne se sentent pas en sécurité, qu'ils ne se sentent pas comme s'ils faisaient partie d'un quartier, que... c'est bon. Que c'est ça, le sentiment de légitimité d'appartenir quelque part, le sentiment d'appartenance, ça c'est des choses qui me touchent, mais je pense qu'on a chacun nos sensibilités et on en a plein des roches, mais il y en a une qui fait plus mal qu'une autre. Puis je pense que c'est beaucoup lié à nos capacités, qu'est-ce qu'on sait faire, puis comment on peut utiliser ça pour agir directement.
Ben, je vais faire du millage un petit peu, comme on dit, sur ce que tu viens de dire. Quand on constate l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté sur la planète, ici, etc., parlons simplement de biodiversité, par exemple, ça peut développer réellement un sentiment d'impuissance. Et puis, le fait qu'on se dise, ben, finalement, ça sert absolument à rien, mes petits gestes sont inutiles et tout. Alors, moi, ce que je fais dans mon action engagée citoyenne, c'est, par exemple, de fournir les clés de la compréhension d'un problème, d'un enjeu, et puis les clés de la compréhension de la méthode scientifique, par exemple, la connaissance de la multidisciplinarité des sciences, des rôles que chacun peut jouer pour contribuer à résoudre un problème, par exemple, de biodiversité. Alors, vous avez très certainement tout le monde entendu parler de la situation catastrophique des monarques. Alors, dans les activités de Sciences pour tous, ici même au Parcours Gouin, et puis dans plusieurs autres organisations, on organise des activités de sensibilisation aux monarques. C'est pas juste des activités ludiques, là. Évidemment, il y a une partie ludique pour les enfants, tout ça, parce que les enfants sont souvent à la source de ce que les parents vont faire. Quand les enfants comprennent qu'il faut qu'on plante de l'asclépiade pour protéger les sources d'alimentation des monarques, puis que comme ça, on va contribuer à la poursuite de cette... enfin, à la réduction de la menace de la biodiversité des monarques, ben c'est extrêmement satisfaisant. Puis il y a beaucoup d'enfants qui font ça dans les classes. Vous connaissez peut-être les classes Brundtland. À partir du plus jeune âge maintenant, les enfants sont initiés à des façons de contribuer à la préservation de la biodiversité, puis c'est formidable. Je vais vous donner un autre exemple qui est un peu moins connu. Vous avez peut-être entendu parler de la situation catastrophique des chauves-souris. Alors, quand on a organisé des activités pour faire connaître le problème de chauves-souris au trésor naturel du Parc La Fontaine, les gens sont venus en faisant « Arc, les chauves-souris ». Et quand ils ont compris ce que c'était les chauves-souris, à quoi ça servait les chauves-souris, à quel point c'était beau des chauves-souris, puis à quel point ils étaient menacés, puis qu'on en avait en ville, leur opinion a changé du tout au tout. Et maintenant, il y a énormément de gens qui sont engagés dans un mouvement pour préserver les chauves-souris, pour construire des abris, pour les observer, pour les rapporter sur le site de chauves-souris aux abris, etc. Ça, c'est vraiment des actions citoyennes, individuelles et collectives qu'on peut mener, puis qui sont très, très concrètes, qui donnent des résultats vraiment fondamentaux. Oh, Stéphanie qui... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler? Non. Bien, juste en lien avec ce que vous venez de dire, ça me fait penser à plusieurs choses, en fait. À la base, justement, quand que Maxime et moi, on a lancé Quintus Marketing, ça vient un peu, justement, d'une ambition citoyenne de vouloir changer les choses. Puis, on s'est engagé, puis on a commencé, puis on s'est dit, bon, on va changer le monde, puis on va changer les choses. Puis, on a fait 1001 actions, puis on en a fait, puis à un certain moment donné, à travers ça, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais je me suis un peu épuisée. Puis, j'ai tenté de quand même vouloir me dire, oui, mais j'ai envie d'être une figure positive, si je pourrais dire, puis j'ai pas envie de baisser les bras, parce que si moi, j'arrête, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Puis, j'ai tenté un peu de vouloir arrêter de regarder ce qui passait aux nouvelles parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de négativité. Puis des fois, moi-même, en tant que, tu sais, je me vois comme une citoyenne engagée, une entrepreneur engagée, puis moi-même, je suis confrontée à ce qu'on appelle l'éco-anxiété, de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer pour les plus jeunes d'aujourd'hui? Comment je fais pour avoir l'impression que j'ai un réel impact? Puis comment que je fais pour faire en sorte que de ne pas être seul dans ce mouvement-là, parce que quand on parle d'engagement citoyen, je crois que les citoyens doivent s'engager ensemble puis de collaborer et à divers niveaux. Et ma question est un peu en lien justement avec ce partage-là. Comment on fait pour ne pas se décourager? Comment on fait pour avoir cette volonté d'agir-là puis de continuer malgré tout ce qu'on entend, malgré les gens qui n'ont pas envie d'agir parce qu'ils pensent que c'est déjà terminé ou qu'ils n'y croient pas, ou le cynisme qu'on voit. Il y a multiples barrières et freins, je crois, qu'on a. Mais déjà là, je suis quand même encouragée parce que chaque personne qui est ici dans la salle est un citoyen engagé simplement de s'intéresser sur le sujet. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Quelles sont les solutions pour continuer, puis pas se décourager, puis d'arrêter toutes ces actions-là? C'est juste parce que je suis à côté. Je vais reprendre l'épaule. Moi, je pense que l'humain est un être fondamentalement grégaire.
Et puis, la meilleure motivation qu'on peut trouver à continuer à s'engager, puis même à commencer à s'engager, c'est justement de retrouver ses semblables autour d'une même cause, et puis de rencontrer des nouvelles personnes, et puis de s'épanouir d'une certaine façon. Puis j'ai raconté une anecdote à Maxime, c'est peut-être le moment que j'en parle, parce que ça t'avait Justement, touché. c'est le moment anecdote. Le moment anecdote, parce que souvent l'exemple vient des enfants, hein, on le sait. Et puis, je vais vous parler un petit peu du 24 heures de science, qui était un projet de quelques individus. On trouvait que la science était réellement malmenée au Québec. Il y avait des coupures sans bon sens. On parlait plus de culture scientifique, de vulgarisation scientifique. C'était épouvantable. Alors, à Sciences pour tous, on a décidé de créer le Festival 24 heures de science comme des malades. On était quelques-uns. Puis il y a eu 60 activités à travers le Québec la première année avec de l'huile de bras, des bénévoles, etc. Ceux qui connaissent le 24 heures de science savaient qu'aujourd'hui, il y a eu presque 600 activités partout à travers le Québec. Puis il y a des années où j'ai coordonné 60 bénévoles à travers le Québec pour réaliser ça. Mais le plus beau bénévole que j'ai eu, c'est un jeune homme autiste, Asperger, qui était dans une école multi-ethnique, là, et puis qui n'était pas très bien vu de ses petits collègues. Mais lui, il avait une passion pour la science, qu'est-ce que tu veux. Ça fait qu'il a entendu parler de nous, puis il a décidé d'être mon bénévole dans son école secondaire. Fait que là, on l'a installé dans la bibliothèque avec des affiches, avec les programmes du 24 heures de science, puis ils ont projeté sa photo, puis la publicité dans toutes les caméras de télévision de l'école. Puis écoute, en l'espace de 10 jours, c'est devenu une vedette de son école. Et puis il a été comme ça, notre bénévole préféré pendant une couple d'années. Et je l'ai retrouvé 12 ans plus tard. Et il était à Polytechnique, il poursuivait ses études, il était complètement épanoui, merveilleux. Et puis il continuait à faire la promotion de la science. Le cadeau, là, c'est ça. Comment on fait pour ne pas s'épuiser? C'est un peu ça ta question? Moi, je dis... Ou se démotiver, oui. Dans mon cas, c'est viser des choses qui sont visibles, qui sont faisables pour moi avec d'autres. Et parler, échanger, pas faire les choses toute seule parce que sinon on se fatigue et on s'épuise en fait et moralement c'est difficile. Puis au bout d'un moment, c'est un grand classique par exemple dans les ruelles vertes, les fameuses années de la mobilisation. La première année il y a un grand levé, la deuxième année ça monte vraiment, la troisième ça ralentit, puis au bout de 5 ans en général les pots sont délaissés, puis il y a tout un enjeu de... Mais je pense qu'il faut parler, discuter, accepter de lâcher prise aussi parce qu'on ne peut pas tout contrôler non plus, même si c'est nous qui avons lancé un projet par exemple. Donc il y a un peu tout ça, ne pas être seul, puis viser des choses faisables qu'on voit, qui peuvent avoir un impact tout petit peut-être, mais on ne va pas demain matin changer le monde justement, en tout cas, malheureusement, mais une chose à la fois je dirais. Moi, ce qui m'aide, c'est d'une part la perspective de long terme, d'essayer de garder cette perspective-là en tête. Si on pense au Québec, jusqu'aux années 50, on était plus ou moins au niveau de la survie. Fait que les enjeux auxquels on essaie de s'attaquer présentement, ils sont hyper récents. Ça l'aide un peu aussi à bâtir mon empathie. Si je réfléchis à... Parce que des fois, on sent, comme justement là, ça devrait changer, on sent de l'impatience, voire de l'irritabilité, de la colère face à ce qui ne change pas. Si je fais le parallèle avec moi, ben, quand j'essaie de changer quelque chose en moi, c'est rare que ça aille très, très vite. Fait que je me dis, bon, si je réfléchis à l'échelle de la société, je pense que je peux comprendre que ça nous prend un certain temps, tous ensemble, changer. Puis un autre truc que j'essaie de garder vraiment présent, c'est la question de la cohérence. Si j'ai envie de contribuer à un certain changement, c'est dans une vision de monde meilleur. Puis ça n'a vraiment pas de sens pour moi de travailler à ce monde meilleur-là si ma vie au quotidien, elle devient lourde, sombre. Fait que c'est quelque chose que j'essaie. Donc, avoir du plaisir au quotidien, voir des gens, comme vous l'avez dit aussi, ça fait intrinsèquement partie de ma vision ou de mon travail pour un changement. Mais juste avant, tu sais,
On parle de Solon, justement. Puis je trouve qu'il y a une belle histoire derrière Solon. Comment a commencé Solon? Je pense que c'est un très bel exemple, justement, concret de l'engagement citoyen. Oui. Solon, qui est un organisme au sein duquel je travaille puis où je m'implique aussi en tant que bénévole, c'est un organisme qui a débuté dans une ruelle où des gens ont fait un projet de verdissement de ruelles, comme il y en a vraiment beaucoup à Montréal. Ensuite, à partir de là, il est venu l'idée d'un projet de géothermie de ruelle, donc de se doter de ce moyen-là pour avoir accès à une énergie propre, la géothermie, qui coûte très cher. Donc, de voir s'il y avait un moyen de s'en doter collectivement. Donc, d'un petit projet de ruelle verte, ils sont allés vers un projet beaucoup plus complexe qui a mené à la création de l'organisme. Puis, à travers ces projets-là, ils ont vu tout le plaisir qu'il y avait à bâtir une communauté avec les gens du voisinage. Puis, c'est comme ça qu'a émergé Solon, dont la mission est de favoriser l'engagement des citoyennes et des citoyens dans le développement de leur milieu de vie à travers la réalisation de projets collectifs pour aller vers une transition socio-écologique. Donc, c'est vraiment d'un projet de voisinage que graduellement s'est bâti l'organisme. Toi, Hugo, à la Maison de l'innovation sociale, là, ça ne doit pas être le nombre de projets qui manquent. Comment les gens vous approchent pour proposer un projet ou comment vous pouvez les aider justement dans ce processus-là? Puis est-ce qu'il doit y avoir une organisation quelconque ou est-ce que ça peut être un petit peu plus spontané? En fait, je me posais la question, savoir si je peux répondre à ta question précédente, puis après ça, venir à celle-là. Ça dépend si on a le quorum dans la salle. Parce que j'écoutais plein de petits bouts qui étaient là, puis ça te motivait. Super intéressant. Donc, oui, permission accordée. Comment est-ce qu'on fait la question de Stéphanie? Exactement. Je pense que, pour revenir à quelque chose que tu as mentionné tantôt, je pense qu'il y a deux échelles sur l'engagement citoyen. Il y a ton échelle d'action, d'essayer de réduire l'impact que individuellement on a. Donc, d'essayer d'avoir le moins d'impact négatif possible par ses actions personnelles. Puis, il y a l'autre côté de la clôture, qui est de voir comment est-ce qu'on peut commencer à contribuer à résoudre la problématique. Comment est-ce qu'on peut régler le problème puis essayer de faire ce qu'on appelle en innovation sociale, changement de système, s'attaquer au système pour résoudre la problématique à sa source. Oui. Et c'est là qu'on arrive dans le monde des obstacles dangereux. Oui. À la Maison de l'innovation sociale, c'est le moment de l'anecdote. Yes. On a mis sur pied, en fait, un programme qui s'appelle l'incubateur civique. On a fait une première cohorte l'an dernier. Et d'ailleurs, quand j'ai dit « go » pour participer au panel aujourd'hui, je n'avais pas vu le nom des personnes qui étaient avec moi copanélistes. Et d'ailleurs, on a Ariane qui a été dans la première cohorte et Pauline qui a fait l'analyse et le bilan d'apprentissage de la première cohorte de l'incubateur civique. Donc, le monde est petit. Ah, je te jure, c'était pas prévu. Même une musicienne. En plus de ça, ben oui, on a Oriane en plus qui a un autre projet qui a fait partie de la première cohorte de l'incubateur civique. Donc, le monde est très petit. Je pense que ce qui fait qu'on s'épuise éventuellement, c'est le problème de rouler dans la gravelle. Puis d'avoir l'impression que peu importe nos actions, soit qu'on roule à contre-courant puis on recule ou qu'on fait du surplace. Puis il y a différentes raisons pour ces choses-là. Déjà, on voit des gens, des fois, qui voient une problématique, qui décident de s'y attaquer, mais qui n'ont pas nécessairement bien compris les tenants et aboutissants de cette problématique-là. C'est quoi les leviers? C'est quoi les obstacles au changement? Qui sont les parties prenantes? Qui sont les tenants du statu quo? Comment est-ce qu'on peut agir pour, finalement, commencer à faire tourner la roue, briser l'inertie sur cette chose-là? Donc, de comprendre la problématique, ses usagers, ses parties prenantes. De comprendre aussi comment est-ce qu'on va réaliser si on est en mesure, parce qu'on vise un grand changement, par exemple, zéro pauvreté dans le monde, c'est un objectif louable, mais comment est-ce qu'on est en mesure de se dire, comment je vais réaliser si mes actions contribuent? C'est quoi les indicateurs? Qu'est-ce que je vais commencer à voir bouger sur tout mon tableau de bord qui va me dire, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Parce qu'on voit des projets, même des fois, qui vont travailler au détriment d'une problématique. On a des gens, des fois, qui nous disent, on a vu une problématique X, voici notre solution. Puis là, on prend un petit pas de recul, mais on dit, à court terme, tu penses que tu la règles, mais à long terme, tu empires la situation. Parce que tu t'es pas rendu compte, pas comprendre la problématique, pas nécessairement avoir les bons indicateurs pour la suivre. Puis suite à ça, je pense que c'est une question de définir une échelle où on est capable de passer à l'action. Pas attendre, moi, ce que j'appelle le saut à la perche. Là. On court, puis là, on espère faire un saut absolument magistral et d'un coup fantastique, réussir à régler la problématique, schlac, d'un coup d'épée. Mais plutôt de dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on a une série de petites victoires
qui viennent nous nourrir, mais souvent aussi, tu sais, on expérimente des choses, on apprend. Puis plus on avance et plus on développe notre connaissance, notre compréhension de la problématique, plus on est en mesure de prendre des actions ambitieuses, audacieuses, puis qu'on réussit à créer justement ce momentum autour de la problématique. À l'extérieur de ça, l'aspect social qui a été mentionné, s'entourer de gens. Développer un réseau d'influence, développer un réseau de soutien, aller voir les gens pour qu'ils viennent contribuer avec vous, pour qu'ils lancent des initiatives en parallèle pour vous aider à faire partir la roue. C'est pas mal ce que j'aurais tendance à dire pour ta question. C'était quoi la tienne? Oui, les projets qui viennent vers vous, quel est le processus, justement, est-ce qu'on étude leur cas? Est-ce qu'on s'assure que leur cause ou que leurs actions vont dans la bonne direction? Est-ce qu'on les prend par la main, on leur donne un peu des outils, puis on regarde comment le processus commence? C'est une question qui est extrêmement difficile à répondre. Souvent, comme quand je rencontre des gens autour de moi et qui me demandent dans des 5 à 7 ou des choses comme ça qui ne sont pas dans le domaine de l'engagement citoyen ou de l'innovation sociale et qui me demandent ce qu'on fait à la Maison de l'innovation sociale ou ce que je fais dans la vie, je leur réponds d'autres choses parce que c'est très complexe et compliqué. On a énormément de programmes différents. Et la particularité, c'est que la plupart de nos programmes sont davantage des programmes de renforcement des capacités des organismes de soutien. Donc, on n'est pas en soutien direct au projet, sauf sur la question de l'incubateur civique. Où là, on a un programme, on a un appel, d'ailleurs, je vous l'annonce en scoop, on est en train de travailler là-dessus. À la mi-juillet, on va commencer un appel à candidature pour la prochaine cohorte de l'incubateur civique. Donc, des projets qui ont comme objectif de s'attaquer à des enjeux urbains complexes. Souvent des gens qui vont déjà avoir prototypé ou expérimenté ou un début de projet, puis qui cherchent à pousser davantage leur projet. Donc, il y a un appel à candidature qui vient vers ça. Sinon, ce qu'on a tendance à faire, c'est beaucoup plus de travail de référencement. Donc, une bonne connaissance de l'écosystème de soutien, puis de voir comment, en fonction des différents besoins, fait que souvent, on reçoit des courriels à la tonne. Là. « Hey, j'ai une idée, comment vous pouvez nous aider? » Première chose, souvent, c'est de dire, ben, c'est quoi ton besoin? De quoi tu as besoin, outre que je te dise que tu as une bonne idée, puis je te donne une petite tape sur le dos? Parce que souvent, c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils rament, puis juste leur donner un petit câlin virtuel, ça leur fait du bien. Mais la question après ça, c'est de dire, c'est quoi ton besoin, puis d'orienter. Parce qu'il y en a des acteurs dans l'écosystème qui font du soutien, mais c'est tellement un écosystème qui est émergent qu'il y a beaucoup de ces organisations-là ont de la difficulté à être connues. On utilise des langages, des fois on fait la même chose, mais on utilise des langages qui sont complètement différents. On parle de développement durable, d'innovation sociale, d'innovation durable, d'engagement citoyen, d'action communautaire. On touche beaucoup de choses qui sont très similaires. Fait que souvent, la grosse aide qu'on fait, c'est d'aiguiller les gens dans l'écosystème pour aller rencontrer les bonnes ressources puis commencer à créer pas de l'attraction, mais de l'attraction dans leur projet. Je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a une complémentarité à tout hasard? Sur la Miss? Voulez-vous parler de la Miss? Pour nos organismes? Oui. Le CERC, dont je fais partie, qui est un centre de recherche, donc le Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté. Nous, on est donc des chercheurs. Je suis chercheur à temps plein en sciences humaines. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne des organismes qui aident les citoyens également. Donc, par exemple, Solon ou par exemple la Miss, en partie. Et ce qu'on fait, c'est du transfert dans notre jargon à nous, c'est-à-dire qu'on utilise des outils scientifiques pour les aider à documenter des phénomènes, comprendre ce qui marche pas, vers où on pourrait aller, leur faire des outils. Donc, on sert un peu à ça aussi, à aider ça revient un peu à ce que tu disais avant. Voilà. Puis moi je prends un exemple que j'ai trouvé assez formidable. Sur la rue Castelnau, justement, il y a une initiative qui s'appelle Mange-Trottoir, qui a vraiment été partie par des citoyens dans le but de rendre le secteur plus approprié. Puis, au fil du temps, avec l'intérêt qui a été généré, même l'arrondissement en tant que tel a réussi à développer des ressources pour augmenter, disons, les pistes cyclables, pour avoir de plus en plus avoir un quartier vraiment plus viable. Donc, ça s'est vraiment fait par l'engagement d'un groupe de citoyens. Puis, l'impact que ça a eu sur toute la collectivité, c'était vraiment une transformation physique. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est donc bien génial, parce que c'est vraiment un groupe
qui se rassemblent. Puis tu sais, on a parlé justement, au début, on commence par l'engagement en tant qu'humain, tu sais, faire peut-être des choix de consommation plus éclairés. Tu sais. Après ça, s'informer. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Peut-être trouver un petit caillou puis dire « Hey, moi, j'ai le goût de m'attacher à cette cause-là. » Après ça, pour regrouper des gens, il y a des gens qui sont super sociaux, super extravertis, mais comment on fait pour, disons, rassembler les gens autour d'une idée, d'un processus, pour engager ce chemin-là? Je ne sais pas si vous avez certaines pistes. Oh, j'avais Thérèse. J'irais parce que j'ai vécu ça beaucoup dans ma carrière. Tout le monde est plein de bonne volonté dans la vie. Tout le monde a ses projets, puis ils sont tous légitimes, etc. Mais des fois, ils entrent en conflit les uns avec les autres. Puis des fois, je ne sais même pas qu'ils sont complémentaires. Il faut juste le découvrir, tu sais. Et puis, ce que je répondrais, moi, c'est que peu importe le projet dans lequel on a le goût de s'engager, il faut réaliser qu'on vit dans une société qui a des intérêts économiques, sociaux, environnementaux. Il y a des gens d'un certain âge, il y a des gens plus jeunes, il y a des nouveaux arrivants, il y a des gens qui parlent telle langue ou telle autre, etc. Donc, il faut essayer d'élargir, si on veut, son projet pour essayer de tenir compte du point de vue de ces différentes forces qui nous entourent dans notre collectivité pour les mettre à profit dans l'une ou l'autre des sphères de réalisation de notre projet. Puis pour ça, c'est bien important d'avoir un plan de match, d'avoir un plan d'affaires, si on veut, mais au moins un plan de match qui mette clairement sur papier c'est quoi les impacts positifs que ça va avoir dans tel secteur avec tel groupe de personnes, quelles sont les forces en présence, qu'est-ce qui nous manque, etc. Puis de combler les trous, finalement, pour développer un projet qui va être porteur pour l'ensemble d'une collectivité, d'une école, d'un bureau où vous travaillez, ou peu importe. Là. Puis un petit exemple que je donnerais là-dessus, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Montréal pour tous. Oui, il y a deux personnes qui connaissent ça. Alors, Montréal pour tous, c'est né d'une contestation de nos taxes municipales. Je suis sur le plateau Mont-Royal, croyez-moi, je sais que c'est quoi, une augmentation de taxes municipales. Et puis, bon, c'était vraiment invraisemblable. J'ai eu une augmentation d'évaluation de 150 % à un moment donné, il y a peut-être des limites, là. Alors, on s'est regroupés, formé Montréal pour tous, puis les premières affaires, c'était juste d'aider les gens à comprendre c'est quoi une augmentation de ta valeur de propriété, puis comment est-ce qu'on peut contester, puis c'était compliqué. Fait que ça a commencé comme ça, puis on a développé des outils, finalement, pour aider les citoyens, puis on a vraiment augmenté notre expertise, puis on a accueilli des nouveaux, puis on les a aidés. Mais après ça, là, essoufflement, on s'est tanné de travailler sur les taxes parce que, anyway, le prochain rôle il est dans 3 ans. Mais on ne veut pas que ça meure, Montréal pour tous. Fait que là, on a commencé à travailler sur d'autres affaires, sur la sécurité, sur les personnes âgées, sur l'environnement, etc. Puis à chaque fois, on allait chercher du nouveau monde qui avait cette expertise-là. Puis donc, c'est donc bien le fun, cette gang-là. Puis en plus, c'est au Rialto, les réunions, on peut prendre un verre, puis c'est merveilleux. En tout cas, l'idée, c'est de considérer que c'est ça. L'humain, il est social, puis en plus, il est protéiforme, et puis il faut mettre tout ce monde-là ensemble pour que ça marche. Je fais rapidement. Bien, moi, c'est pas vraiment une réponse, c'est partager un peu notre expérience à Solon. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on veut faire, rassembler les gens. Puis, on a eu un projet qui s'appelait Assemblée de ruelles. Puis, l'idée sous-jacente, c'était qu'il manquait juste une petite étincelle pour que le monde se rassemble puis bâtisse une action collective. Ça a été un petit peu un flop, notre projet. On a proposé ce qu'on proposait, c'était d'animer des assemblées de ruelles pour favoriser l'émergence de projets puis accompagner les citoyennes et les citoyens pour qu'ils bâtissent ces projets-là ensemble. Puis, ben c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment de demande. Puis, les quelques assemblées de ruelles qu'on a accompagnées, elles n'ont pas émergé. C'est pas un projet sur lequel moi je travaillais directement, j'en ai eu des échos. Bref, elles n'ont pas abouti à des projets. Fait que tout ça pour dire que c'est une question hyper complexe. Puis ben on continue à y travailler. On dirait que j'ai les questions complexes aujourd'hui. Moi, je vais commencer en revenant sur un commentaire qui a été dit par rapport à Castelnau, puis en disant que t'as tort. Oh! J'aime ça. Le mange-tout, là, c'est pas un changement physique. C'est un changement de paradigme. Oui. Puis, ce qu'on voit en ce moment, les gens souvent qui sont dans le... Tu sais, quand on dit apathy, là, l'antipathie, l'apathie. J'ai eu juste quelqu'un qui est paradigme. Est-ce que j'ai eu... Paradigme.
Non, le mange-trottoir. C'est le programme. Ouais. Ah. Apathie, c'est comme ça, apathie? Oui, OK. Ben, je vais reprendre, puis je vais le changer. On va en utiliser un autre. Ça va bien aller. Inquiète-toi pas, on est ensemble là-dedans. C'est pas un changement physique. C'est un changement de paradigme. De se dire, ben non, les trottoirs, ça appartient à la ville, le public, on n'a pas le droit d'y toucher, etc. Puis le changement de paradigme, en science comme en société, ça se passe à la même chose. Tu as un paradigme qui est dominant, puis là, oups, il y a un autre paradigme qui arrive à côté. On crée une tension. On voit des gens qui se mettent à adopter le nouveau paradigme, puis à un moment donné, boum, le paradigme qui a émergé est devenu le paradigme qui est dominant. Fait que dans cette perspective-là, ce projet-là, c'est un changement de modèle mental. De gens qui disent, ben finalement, on peut s'approprier l'espace public, puis on peut aller prendre des affaires parce que ça appartient à tout le monde, c'est un commun. Ce n'est plus une propriété unique, c'est un commun. Je pense que ce qu'il faut apprendre de ça, c'est dans l'action, la capacité à évoquer, qu'on a le pouvoir de changer, puis deuxièmement, qu'un idéal est possible. Je pense que ce qui est très difficile dans l'engagement citoyen, souvent, c'est le travail revendicateur, défensif, qui est souvent très, très usant. De toujours essayer de retenir la digue qui veut lâcher, puis de ramer à contre-courant, puis se dire comment est-ce qu'on est capable, finalement. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, parlait d'un principe qui s'appelle le che, qui est de dire comment est-ce qu'on change les conditions autour de nous pour qu'au lieu de ramer contre le courant est vers nous, puis qu'on a besoin de le suivre sans trop ramer. Puis évoquer l'idéal donne cette capacité-là. Donne pour les gens de voir, tu as changé un paradigme, puis je me rends compte qu'avec une action hyper simple, on est capable de faire quelque chose. Je vais embarquer. Personne ne va être le premier au party, mais à partir du moment qu'il y a une personne, deux personnes, puis qu'on commence à créer ce mouvement-là, la digue ouvre, puis les changements de société sont possibles comme ça. Wow. C'est facile, Voilà. finalement. Non, mais... D'ailleurs, excuse-moi. D'ailleurs, à go, on va tous se tourner vers l'arrière et on va dire bonjour à Anne-Sophie qui est juste là. Bonjour Anne-Sophie. On a une initiative en fait qu'on porte à la Miss depuis maintenant 2 ans. Est-ce qu'il y a des gens ici, en levant la main, qui connaissent 100 en un jour? 100 en un jour, c'est... oui, on y arrive. C'est en fait un festival d'action citoyenne qui a été lancé à Bogota en 2012. D'ailleurs, on avait Diego Cuadro Rojas qui était avec nous cette semaine à Montréal, qui a une devise, moi, qui m'enchante, qui dit « Gestes petits et grands, éphémères et durables pour faire de votre ville la ville dont on rêve ». Pendant plusieurs semaines, en fait, on fait de la mobilisation citoyenne un peu partout à la grandeur de la ville pour que, dans une journée qui s'adonne à être le 1er juin, exactement demain, qu'il y ait une centaine d'actions citoyennes qui soient lancées en même temps sur le territoire par rapport à une problématique que vous voyez, un enjeu que vous vivez ou que vous voyez de vécu dans votre communauté, ou une aspiration pour que la ville devienne plus heureuse, verte, etc. Donc, le geste le plus petit possible que vous êtes en mesure de poser pour faire avancer la ville dans cette direction positive-là. On a déjà, là, on est rendu à peu près comme 75, autour de ça. Il nous manque 25 actions citoyennes pour se rendre à 100. Il y a plus que 25 personnes dans la salle ici. Levez la main ceux qui habitent à Montréal. On va avoir 100 actions citoyennes demain. Donc, je vous encourage à aller voir Anne-Sophie, à m'en parler ou à aller sur le site 101jour.com, d'aller dans la section Montréal, puis d'aller entrer une action citoyenne. Moi-même, j'en fais une demain. Ça peut être super simple. Oui, comme quoi exactement? Je trouvais qu'il manquait des étincelles de bonheur dans la ville. Puis demain, avec mon fils de 3 ans... Oui, en plein ça. Tu as vu sur le site? OK. That's it. Ben, demain, sur la rue Beaubien, avec mon fils Thomas de 3 ans, on aime beaucoup les biscuits chinois chez nous. On a souvent des boîtes de biscuits chinois, puis on en donne aux gens, même si on ne mange pas de chinois, parce que tout le monde aime ça ouvrir puis prendre le petit papier. Puis demain, on s'en va distribuer des biscuits chinois aux étrangers, sur Beaubien, pour qu'il y ait un petit moment d'étincelle, d'ouvrir leur petit biscuit puis lire leur petit papier. Ça peut être aussi niaiseux que ça. Allez sur le site, vous allez voir, c'est pas des trucs qui sont monumentaux, c'est des
tout petits gestes qui font en sorte qu'on pousse par en avant sur le positif. 101jours.com, Anne-Sophie, on a 25 actions citoyennes minimum ici. Puis on va faire en sorte que Montréal va être la ville qui en a le plus parmi les 40 villes cette année dans le monde où il y a des actions. Go gang! C'est la fin de la blog. Vraiment? En fait, justement, on vient de parler d'une initiative, puis tantôt, j'ai entendu Thérèse qui disait que, justement, des fois, il y a il y a plusieurs actions qui peuvent parfois devenir, pas en compétition, mais en tout cas, se chevaucher, ou bon, bref, qui pourraient être complémentaires, mais qui ne le savent pas. Il y a quelque chose qui a été dit qui m'a inspirée aussi, puis en fait, ma question, en fait, c'est par rapport à ta question. Tu disais, si on n'est pas nécessairement hyper extraverti, comment on fait pour justement trouver une communauté ou s'engager, puis d'engager des gens autour de notre projet. Mais quels seraient les outils, je ne sais pas si à travers soit la Maison de l'innovation sociale ou même en lien avec les recherches ou à travers tout ce que vous faites, s'il existe des ressources, des sites Internet ou autres. Bon, là, on entend 101 jours, on peut aller voir, puis on peut aller s'inspirer, puis j'imagine qu'on peut contacter ces organismes-là, puis de s'engager parce que je crois aussi que c'est pas juste de partir soi-même de son initiative puis aller regrouper des gens autour d'une initiative, mais quels sont les outils justement pour s'engager quand on a juste envie de joindre un certain mouvement ou je sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui avait une réponse à ma question. Ben, c'est sûr qu'il existe beaucoup d'organismes, donc que ce soit les tables de quartier ou les organismes communautaires directement sur le terrain, c'est certain. Mais si je peux communiquer quelque chose qui relativise un petit peu le pouvoir de fédérateur de grands organismes comme par exemple la Maison de l'innovation sociale, c'est que parfois sur le terrain, c'est juste parler à des gens qui... En fait, pour le dire clairement, là où j'habite, l'initiative que j'ai lancée, des gens qui participent, c'est des gens qui n'ont pas accès à Internet, dans plein de cas qui ne savent pas lire. Donc là où je vais les chercher et où eux vont me chercher, c'est dans la rue. C'est sortir, c'est même pas créer un groupe Facebook ou mettre une affiche, c'est parler aux gens dans la rue. Et ils viennent me voir juste parce que je suis en train de jardiner à l'extérieur et ils me demandent « Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est toi qui fais ça? T'habites ici? » etc. Mais donc, oui, c'est sûr qu'il y a plein de ressources, mais malheureusement, parfois, même les gens qui en ont le plus besoin, ces ressources-là, ils ne savent même pas qu'elles existent quelque part. Donc, c'est pour ça que je remets toujours ça en avant et de me dire que c'est en sortant, c'est en faisant les choses soi-même que les gens viennent nous parler au final. Mais c'est mon expérience de mon type d'engagement. Puis juste, tu sais, on parlait de la motivation avant, mais juste d'y aller avec ce qui nous touche. Tu sais, puis je pense que c'est le chemin plus sûr, faire quelque chose qui va avoir du sens pour nous, puis une chose où est-ce qu'on va moins s'épuiser, qu'on va avoir plus d'énergie pour y contribuer. Puis, comme je te suis 100% dans ce que tu viens de dire aussi, là, ce qui nous touche, ce qui est autour de nous, ce qui est accessible. Décidément, c'est la journée des plugs. En fait, à la Miss, on est en train de développer... Parce qu'en ce moment, comment trouver une initiative sur une thématique qui nous intéresse en fonction de nos compétences, notre temps d'investissement et compagnie, est extrêmement laborieux. Ce qu'on a tendance à faire, c'est de parler à quelqu'un qui est dans le domaine, puis nous dire « Tu connais-tu des projets qui, ici, ça, là, on se fait mettre en contact, on va prendre un café. » On n'a aucune idée s'il y a un besoin, s'il y a une correspondance entre ce que toi, tu sais faire et ce qu'eux savent faire. Somme toute, c'est assez laborieux. Fait que je pense que c'est plus facile d'y avoir accès souvent quand on est dans certains milieux, dans certains secteurs, des collectifs, des choses comme ça. On est en train de développer une plateforme numérique qui a comme objectif de faciliter cette recherche-là. C'est une plateforme qui s'appelle Tangram. Malheureusement, en ce moment, on répertorie des ressources, fait que tous les organismes de soutien pour innovateurs sociaux, mais on est en train de lancer une fonctionnalité où on répertorie des projets qui identifient leurs besoins. Ce n'est pas encore quelque chose qui est lancé, mais il y a des actions qui se font autour de ça. Nous, on y travaille. Il y a aussi, puis j'en profite parce qu'elle est directement devant moi, ici, M. S'implique. Donc, il y a des applications québécoises qui sont développées, en fait, qui s'appellent justement S'implique, où c'est possible assez facilement autour de nous de voir, c'est quoi les demandes de bénévolat, c'est quoi les organismes. Donc, on peut rechercher par territoire, par thématique, par temps qu'on veut investir, d'aller faire une recherche, d'identifier, puis de faire un matchmaking entre les organismes qui ont besoin de soutien et le soutien que vous voulez offrir.
Fait que ça, c'était le moment des plugs. Désolé. Beaucoup de plugs. Thérèse, qui? Moi, je suis une motivatrice professionnelle. Fait que je dirais jamais à quelqu'un que c'est difficile de s'impliquer puis de s'engager parce que je trouve ça un peu contre-productif. Moi, je dis au contraire, il y a énormément d'opportunités pour s'engager, pour s'impliquer. Il y a le Centre de bénévolat de Montréal qui est une banque extraordinaire d'opportunités de bénévolat pour toutes sortes de compétences. Là. Ça peut être conduire une voiture, ça peut être rédiger des communiqués de presse, ça peut être faire la comptabilité pour un OBNL. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges aussi. Il y en a pour les jeunes, des programmes de jeunes bénévoles, des programmes de plus haut niveau. Mais il y a aussi la proximité. Je pense que c'est ça qui est vraiment la clé. Je connais pas mal de nouveaux arrivants là, qui arrivent ici, qui parlent à peine français, qui connaissent pas la façon de s'intégrer, etc. Leur premier réflexe, c'est d'aller rejoindre des regroupements d'accueil de nouveaux arrivants, puis ils travaillent pas encore, ils prennent des cours de francisation, tout ça, puis c'est les meilleurs bénévoles du monde. Ils ont des compétences extraordinaires, puis ça rayonne autour, ça donne le goût à leurs amis, à tout le monde de s'engager. On vous a parlé de plein de petites initiatives aussi, c'est même pas des petites, tu sais, l'histoire des monarques, des chauves-souris, je pourrais vous parler des libellules aussi, qui c'est un bioindicateur extraordinaire, là, on a. Imaginez-vous donc, je pense qu'il y a 200 espèces de libellules au Québec, puis on en a identifié une quinzaine d'espèces juste dans l'étang du parc La Fontaine. Fait que quand on parle de biodiversité, là, à exploiter, à connaître, puis à faire connaître, là, tu sais, ça part de ça. Vous êtes ici au bord de la plus belle rivière là, de l'archipel de Montréal. Il y a énormément de choses à faire. Il y a les guêpes qui s'occupent dans l'air du parcours Gouin, qui ont tout le temps besoin de bénévoles qui organisent des activités formidables. C'est en y goûtant qu'on a le goût d'en manger davantage. Puis là, je vous dis rien du 24 heures de science, on est à la recherche de bénévoles tout le temps. Wow. D'ailleurs, le Centre d'action bénévole, CABM, Centre d'action bénévole de Montréal. Vous pourrez en chercher aussi, hein, si vous en cherchez. Juste parce qu'on vient d'en parler, puis j'ai oublié tantôt de l'introduire, mais j'aimerais que Judith puisse présenter justement le lieu où on est ici. Et j'imagine qu'elle va pouvoir aussi parler d'engagement citoyen. Je pense que c'est un excellent exemple en plus, concret. Merci Max, bonsoir tout le monde. Là, tantôt, j'ai vu les mains levées pour le premier quintus, et là, pour le fun, je vous refais relever les mains. Qui met les pieds dans le pavillon d'accueil du Parc Gouin pour la première fois ce soir? Ah oui, hein? Bien, bienvenue tout le monde. Je ne vais pas couper longtemps la parole à nos panélistes, mais je vais juste introduire un petit peu le projet et je vous lance une invitation d'engagement citoyen pour demain que je pourrais aller ajouter. Oui, à 101 jours sur la plateforme, j'ai bien entendu, yes. Dans le fond, le projet du pavillon d'accueil est né ici à la base pour être une halte cycliste pour le parcours Gouin, qui sont les 15 km de pistes cyclables qui longent la belle rivière des Prairies. Donc, l'arrondissement de Duncy-Cartierville voulait qu'il y ait un lieu pour que les cyclistes, les piétons puissent s'arrêter. Donc là, le projet ici est né. Ils se sont dit, tant qu'à construire en neuf, on va essayer de bien le faire. Donc, ils sont allés au côté novateur et ont construit le premier bâtiment à consommation énergétique net zéro à Montréal. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on produit toute l'énergie qu'on consomme, sinon plus, au bilan d'une année. Et là, peut-être qu'il y en a qui l'auront remarqué si vous êtes arrivé du métro ou par le haut de la rue. Là, dans le fond, il y a un gros abri à côté de la bâtisse. Et ces abris-là, c'est dans le fond les 120 panneaux solaires qui alimentent la bâtisse. On a parlé de géothermie tantôt aussi. Vous avez les pieds sur un plancher radiant en ce moment. Donc, c'est la géothermie qui permet de chauffer la bâtisse aussi. Donc, on a un côté, c'est sur de vitrines éducatives. On accueille des groupes pour présenter le bâtiment. Puis, on a un troisième volet, donc halte cycliste, vitrine écologique. Puis, finalement, c'est aussi d'organiser des activités récréo-culturelles 4 saisons. Donc, c'est d'ailleurs dans le cadre de la programmation qu'on a eu la chance d'inviter Quintus ce soir. C'est vraiment un plaisir d'avoir autant de belles organisations réunies ensemble ce soir grâce à Quintus et qui font vibrer le pavillon. Donc, un grand merci d'être là. C'est vraiment chouette. Donc là, ce soir, on est dans le volet environnemental, mais on touche
aussi les volets des sports et loisirs, de l'histoire et de la culture. Et on essaie d'organiser des activités qui vont toucher autant les tout-petits que les grands. Donc, on est là pour toutes les grandeurs, finalement. Et demain, on a une très belle activité qu'on fait chaque été. Et c'est une activité qui implique les citoyens. Donc, je trouve que c'est vraiment à propos de vous inviter ce soir alors qu'on en parle. Dans la rue piétonne qui est juste derrière vous, on a plein de gros bacs qui sont finalement notre terrain de jeu pour notre jardin qu'on offre en libre service. Donc, ce qu'on fait demain, c'est la journée de la plantation. Fait qu'on a plein de fines herbes, de petites tomates cerises, salades et autres qui vont arriver sur l'heure du dîner. À compter de 13 heures, on commence la plantation. Donc, on va être quelques membres de l'équipe à être là pour vous accueillir, petits et grands, à mettre la main dans la terre. Puis, on essaie aussi de redonner un petit éclat de beauté au parc, donc autant sur le bord des berges que tous les parcs à proximité. On va aller faire une petite corvée de nettoyage. Donc, s'il y en a qui sont libres demain et qui veulent donner un petit coup de main, là, c'est l'occasion idéale là, de s'impliquer ici au Parc Aucoin. Donc, voilà. Un grand merci, puis au plaisir de vous recroiser peut-être au pavillon. Merci. Je te remets ça dans ce sens-là. Bien, merci. Sens horaire. Donc, pardon. Oui, tout à fait. En fait, toutes ces idées-là, moi, est-ce que c'est venu chercher des questions chez vous? Est-ce qu'il y a des gens ici qui avaient des questions pour nos panélistes? J'ai un petit mot de la fin qui s'en vient parce que le temps file à grande vitesse. Mais avant tout, est-ce que vous auriez des questions pour des projets que vous aimeriez ou des idées ou quelques questions que ce soit? Fais juste baisser le star. Ah! Oh! Ils sont là. Merci. Oui, ici. Marc-André? Oui, au travers de mon nom, c'est bien. Attendez, juste. Ah, ben. Merci. En fait, c'est une question qui est relativement simple. On a parlé beaucoup de choses, on a parlé beaucoup de projets, de personnes qui se mettent en communauté ensemble. Des fois, j'ai l'impression que peut-être que ces communautés-là se font un peu en silo. Et je me demande, est-ce qu'il y a des organismes qui, eux, travaillent à essayer de propager ces informations-là à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement déjà inclus dans toutes ces choses-là? Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Des catalyseurs, là, des... Ouais, essayer de sortir toutes ces belles idées-là de ces silos de personnes qui sont déjà engagées, en fait. C'est ma question. Donc, une sorte de recensement, puis après ça, de pouvoir dire « Hey, tu devrais aller voir telle personne, ils font un projet similaire. » Oui, ou un genre de marketing at large de ces choses-là pour essayer d'aller chercher d'autres personnes qui connaissent pas, qui sont pas dans ces cercles-là existants. C'est une bonne question. Ben oui, c'est sûr qu'il y a plein d'organisations, des entreprises qui, elles, de suivre ces entreprises-là, surtout aujourd'hui au niveau des communications, les gens veulent beaucoup montrer des bons exemples. Donc, de trouver des gens sur les médias sociaux, trouver des entreprises qui, justement, montrent des belles nouvelles pour essayer d'inspirer, puis donner des idées, puis être capable d'aller vers... parce que, grosso modo, des fois, si on ne sait pas qu'ils existent, comment on fait pour prendre action? C'est un peu ça. Exactement. Mais si on les suit pas déjà sur Facebook, ouais. on ne saura pas. Donc, ben écoute, je comprends. Oui. Suivez Quintus. C'est sûr que notre but, c'est de promouvoir toutes ces initiatives-là, de les aider à communiquer. Là, je voyais le pavé, mais je ne sais pas s'il y a d'autres, quelque chose d'un petit peu plus méta ou autre. Ouais, c'est difficile de répondre très, très précisément à votre question parce que, en fait, plus les organisations qui s'impliquent socialement au niveau du développement durable des collectivités ont de la maturité, plus ils vont travailler avec un ensemble d'organismes, de partenaires, puis ils vont voir large, et puis par leurs médias sociaux, par leurs infolettres, tout ça, vous allez réellement avoir une bonne vision d'ensemble, tu sais, puis ça va vous permettre de suivre ça de différentes facettes, de différents points de vue. À l'inverse, il y a énormément de petites initiatives qui se multiplient, qui ne sont pas fédérées, là, sous aucun chapeau. D'ailleurs,
d'ailleurs, merci, parce qu'ils se préservent du top-down, là, comme ça, mais en même temps, c'est difficile de les faire rayonner davantage. Mais ceci dit, ça m'amène à la conclusion que je tenais à faire, Yes. Maxime. C'est le temps. C'est ça. J'insistais pour qu'on vous présente la diapositive des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est donc les objectifs de l'ONU, finalement, qui est le fruit de décennies de réflexion sur c'est quoi le progrès. On fonce-tu dans un mur? Y a-t-il moyen de faire autrement, etc. Puis les premières réflexions, Club de Rome, etc., Programme des Nations Unies pour l'environnement, ça a mené à les programmes sur l'environnement, tous les pactes là, sur les déchets dangereux, sur l'ozone, sur toutes sortes de choses. Et un peu plus tard, Brundtland, développement durable, les 3 volets du développement durable, environnement, économie sociale, et puis on a surfé là-dessus. Après ça, les objectifs du millénaire de Kofi Annan, qui ont permis de faire vraiment beaucoup de grands pas, réduction de la pauvreté, introduire la responsabilité sociale et corporative des associations, consommation responsable, greenwashing. On a quand même fait du millage, là. Mais on se retrouvait tout le temps avec ces silos. Il y a quelqu'un qui a mentionné silo à un moment donné. Alors, on se retrouvait tout le temps avec ces silos. Donc, réflexion, réflexion, réflexion. Puis là, on est arrivé avec ces 17 objectifs de développement durable qui sont réellement holistiques. Chacun de ces objectifs-là comprend à la fois des indicateurs socio-économiques, environnementaux, culturels, et tout le monde peut s'y retrouver. Que vous soyez un individu, un OBNL, une petite entreprise, que vous travaillez chez Hydro-Québec ou dans une très grosse entreprise, vous pouvez examiner ces objectifs de développement durable à l'horizon 2030, puis trouver le chapeau qui vous convient, puis élargir progressivement votre rayon d'action aux gens qui vous entourent, que ce soit dans votre collectivité humaine ou de travail ou scolaire à l'école ou etc. Alors moi, je voulais conclure là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose de très positif qui nous fait réaliser que les progrès sont possibles. Puis je veux juste, on parle de char, hein, souvent c'est assez mon Dieu qu'on parle de char. Et puis... Je voudrais juste vous rappeler que, plus jeune, quand je travaillais à Environnement Canada, on a introduit les convertisseurs catalytiques. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi un convertisseur catalytique aujourd'hui. Mais quand ça a été introduit, les convertisseurs catalytiques, pour lutter contre les pluies acides, il y a des gens qui ne savent même plus ce que c'est, des pluies acides, mais il y avait un méga problème de pluie acide. Donc, convertisseur catalytique, premier réflexe des gens, ils allaient chez leur garagiste, puis ils faisaient enlever le convertisseur catalytique parce que ça enlevait supposément de la puissance à leur char. Imaginez-vous aujourd'hui que quelqu'un irait dans un garagiste faire enlever son convertisseur catalytique, il passerait pour un hérétique, puis il n'y a aucun mécanicien qui ferait une chose comme ça. Alors, les progrès sont là, puis je ne parle pas là, de la préhistoire, là. Ça ne fait pas si longtemps que ça, puis je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples de choses qui se sont beaucoup améliorées, les déchets dangereux, le compost, etc. Fait que regardez les 17 objectifs de développement durable, il y a énormément de littérature en ligne là-dessus, puis beaucoup d'organismes qui y sont impliqués, puis même un petit organisme peut s'inscrire au pacte mondial puis contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là. Fait que lâchez pas. Un mot de la fin pour Pauline ou Ariane? C'était comme une réponse. Puis c'est pas une réponse, c'est une réponse qui est comme floue dans ma tête. Essayer de répertorier des trucs, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, Hugo, vous disiez qu'à la Miss, vous avez un genre d'initiative comme ça de répertorier différentes formes d'engagement. Je te laisserai y revenir si tu as envie. Mais puis à quelque part, je me demande, mais à quoi ça sert, tu sais? Puis je me dis, si on revient à ce que tu disais, Pauline, un peu plus tôt, de voir ce qui se passe dans notre environnement, d'agir à ce niveau-là, à quelque part, ça a peut-être plus d'impact, plus de sens que d'essayer d'avoir comme de big picture parfaite, puis de là décider où est-ce qu'on agit. Il y a comme quelque chose dans cette volonté-là de répertorier qui, moi, me semble prendre beaucoup d'énergie et une énergie qui pourrait être utilisée peut-être plus dans l'action. Il y a comme c'est quelque chose qu'on se fait demander souvent de répertorier, puis pour y avoir comme réfléchi ou avoir eu des velléités de tentatives, je me dis, ouf, répertorier et garder à jour, là, c'est comme un sable mouvement. Puis, pas autant répertorier que... j'ai juste une analogie qui me vient en tête, mais tout le monde connaît le pharmacien qui défait des mythes par rapport à la santé. Mais est-ce qu'il y a un genre de pharmacien qui défait des mythes par rapport à l'écologie, à la citoyenneté, tout ça? Juste quelque chose comme pour démocratiser
ces choses-là qui, des fois, tu sais, juste penser comme hier, j'ai appris que manger du fromage était plus nocif pour l'environnement que manger du poisson et du poulet. Je ne le savais pas, je suis végétarien, mais je mange du fromage. Donc là, je me dis, ah, OK, je ne le sais pas. Mais toutes ces petites informations-là qui sont le fun, est-ce qu'il y a une façon de les rendre accessibles au grand public? C'est quelque chose de gros, mais... En tout cas. À part d'exercer sa curiosité, j'y répondrai pas nécessairement, je vais laisser la question flottante, à part de dire que d'être curieuse et curieux, ça me semble une qualité utile à conserver vive. Puis on nous a invités à arriver à un mot de la fin. Oui. Moi, je nous inviterais collectivement à tenir fermement une quête pour ce qui a du sens pour nous, puis tu sais, pour avoir des actions qui nous ressemblent, tu sais, qui nous font du bien, puis voilà. C'est ce que je dirais. Oui, Maude? Bon. Dans le fond, je pense que c'est difficile d'être un spécialiste dans tout parce que c'est très complexe, le système, la nature, la nourriture. Il n'y a rien de plus complexe que tout ça, t'sais. Donc, quelqu'un qui s'improvise un spécialiste dans tout, je pense que c'est quasiment impossible. Donc, c'est ça, tous les organismes sont séparés, puis tout le monde essaye d'apporter ce qu'il peut apporter selon qu'est-ce que chacun connaît. Moi, personnellement, je travaille dans un environnement on fait le rembourrage des matelas. Puis notre plus gros compétiteur, c'est le foam, la mousse. C'est un mélange de produits chimiques qui est extrêmement toxique. Puis, c'est drôle, les milléniaux, c'est le marché pour ça. Les matelas dans les boîtes qui sont compressables, c'est notre plus grosse compétition en ce moment. Puis nous, on fait de la fibre recyclable. Les gens sont vraiment pas au courant. Mais c'est drôle, les compagnies de matelas qui ont des bonnes intentions sont en train de se faire tuer par une industrie qui est très, très mauvaise pour l'environnement. Puis les plus gros consommateurs de ça, c'est notre génération. Fait que moi, je me dis qu'il y a un gros problème. Je me demande comment c'est possible. Là, mais c'est que les gens ne sont pas au courant. Exactement. Ils ne sont pas au courant. Puis... difficile les gens ne vont pas chercher l'information. Les gens doivent recevoir de l'information. Ils vont pas... Ils ne vont pas dépenser de l'énergie cervicale pour aller chercher l'information. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un gros débat, mais c'est vraiment particulier. Moi, de ce que je vois, je me demande comment c'est possible que notre génération soit les pro-acheteurs de ce produit-là, alors que c'est vraiment, vraiment un tueur pour l'environnement. Et ça dégage énormément de VOC. Quand on respire, on dort dessus. Puis c'est un des facteurs pourquoi aussi je continue à travailler où je suis, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Puis j'aime ça, le fait que notre matière première, elle vient des produits recyclés. Puis quand je me bats contre ces compagnies-là qui fabriquent le foam, la mousse, ils font cuire ça dans des gros fours, puis c'est des produits chimiques, 100% un mélange de produits chimiques, que quand même, nous, on dort dessus, on respire ces produits chimiques-là. C'est des VOC, en fait. En fait, c'est juste particulier, je trouve. ça ne fit comme pas avec notre génération. Puis pourtant, c'est hyper populaire. Parce que les gens ne sont pas au courant. C'est un autre problème, ouais. Ben, merci, Maude. Moi, j'aurais une petite réponse. Quand un répertoire pour trouver toutes les informations qu'on veut, généralistes, nous, à la MIS, on utilise un petit outil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça ici. Ça s'appelle Google. Vous pouvez chercher n'importe quoi, puis ils vous fournissent plein d'informations. Après ça, c'est toujours le filtre difficile de la pensée critique derrière ça. Le réseau des bibliothèques publiques. Réseau des bibliothèques, exactement. Mais je pense que le fondement de ma question n'a pas été compris. C'est pas pour les personnes qui cherchent cette information-là. C'est pour les personnes qui ne la cherchent pas, justement. Atteindre les personnes qui ne cherchent pas cette information-là. OK, ça c'est... Pardon? Supprimer Facebook. Ça, c'est toute une question, mais je pense que dans un mot de la fin, ça risque d'être difficile. Ceci étant dit, si on revient sur la question du répertoire, j'aurais peut-être tendance à prendre un petit pas de recul puis dire, quand quelqu'un me parle d'un outil, j'ai tendance à dire, pour faire quoi? Puis la question, c'est de savoir, est-ce que c'est voir des cas inspirants?
Est-ce que c'est d'apprendre des apprentissages que les autres ont fait dans le cadre de leur projet? Quand on parle d'une question d'inspiration, il y a plein de sites qui sont disponibles sur différentes thématiques, des groupes Facebook, etc., qui font de la veille, qui font de la publication, qui vont vous en envoyer, en voulez-vous, en voilà. Si on est sur la question des apprentissages, comme Ariane disait, c'est extrêmement difficile de documenter puis d'archiver ces choses-là. On est beaucoup dans la connaissance tacite, on est dans le savoir-faire. Puis ça, c'est beaucoup plus dans une perspective de se connecter avec des gens qui le font, puis d'être dans des échanges, puis à travers poser des questions ciblées sur des éléments que l'échange, que l'apprentissage va se faire. Fait que pour la question du répertoire, j'aurais tendance à dire pourquoi est-ce qu'on veut un répertoire, puis en fonction de ça, trouver le bon canal pour aller chercher ces choses-là. Pour la réponse, le mot de la fin, en fait, ça s'applique quasiment comme une formule mathématique. La différence entre un citoyen passif et un citoyen actif, c'est l'action. Aussi simple que ça. Donc, je pense que le mot de la fin serait de dire tout le monde a une roche dans son soulier. Soit vous-même, soit des gens autour de vous, soit dans votre milieu de vie. Trouvez la roche dans votre soulier que vous avez envie d'enlever, puis essayez d'identifier c'est quoi la plus petite action que je peux faire demain pour être en mesure de contribuer à enlever cette roche-là de mon soulier ou du soulier de quelqu'un d'autre. C'est par ces petites actions-là qu'on réussit à briser l'inertie, qu'on crée du momentum, puis qu'on réussit à changer les choses. Sur cette belle phrase, je dirais simplement, les portes s'ouvrent à ceux qui avancent. Ben oui, ben oui. J'ai pas dit mon mot de la fin, non, c'est vrai. Ça va être difficile de... Est-ce que tu voulais un mot de la fin, Pauline? Mais moi, c'est ma perspective de chercheuse, puis j'ai travaillé beaucoup en histoire sur le changement des valeurs et des normes. Et je me dis que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, puis tu as donné quelques exemples avant. C'est que tout prend du temps à évoluer, mais parfois, juste en regardant 20 ou 30 ans en arrière, on se dit « Ah, c'est impressionnant quand même le chemin qu'on a fait ». Donc, garder espoir par rapport à ça. Puis les normes changent maintenant. Avoir des manches-trottoirs, justement, c'est normal. Ça dépend des arrondissements, ceci dit. Pas dans le mien encore, mais on pousse. Dans 5, 10 ans, il y en aura partout. L'agriculture urbaine se banalise, par exemple. Manger végétarien, voilà, exactement. Un petit placement de produit là-bas. Manger végétarien ou végétalien, même, ça devient de plus en plus banal. On en connaît tous, des végétaliens. Il y a 10 ans, les végétaliens, on les trouvait un peu bizarres. Mais donc voilà, les changements de valeur, c'est sur le temps long, et je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est sur 30, 40, au moins une génération en fait. Et regardez nos enfants, comment ils se comportent aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont acquises, qui pour nous, ils dormiront probablement pas sur des matelas en memory foam, ou je sais pas ce que c'est quand même. Un jour. Mais c'est ça, une chose à la fois. Planter de l'asclépiade, ça devient naturel pour un enfant. Recycler, c'est évident. Voilà. Tu voulais réagir? Non, je pense que... Est-ce que tu voulais parler? Moi, je trouve que j'ai assez parlé. Peut-être avant que tu termines avec ton mot de la fin, j'avais mon propre mot de la fin parce qu'il y a plein de choses inspirantes qui ont été dites. Puis... il y en aura toujours des gens qui vont faire des choses qu'on n'est pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui voudront peut-être pas s'informer ou pas croire ou peu importe. Puis je pense qu'en tant que citoyen engagé, parfois, il faut aussi se regarder soi-même puis d'être un exemple pour les gens puis la société. Puis à un moment donné dans ma vie, j'étais fâchée puis j'essayais d'imposer ma vision aux gens puis ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, j'ai lâché prise. Puis je dis pas que c'est facile, puis même des fois, il y a des choses qui m'indignent puis qui me fâchent un peu, mais je me dis, si moi je fais l'action, un peu comme qu'est-ce que Pauline, tu as dit tantôt que tu as répondu à ma question, puis j'ai trouvé ça super, tellement humain, de sortir à l'extérieur puis de faire des actions, puis les gens vont venir vers soi, puis ils vont poser des questions, puis veux pas juste de faire l'action, fais en sorte que ça change des choses, puis que la personne va finalement peut-être réaliser que manger du fromage, c'est pas bon pour l'environnement ou que dormir sur un matelas en forme toxique, c'est peut-être pas nécessairement bon. Mais d'agir pour soi et non pas pour essayer de se prouver ou de critiquer les autres ou de dire que les autres ne le font pas bien puis de généraliser que toute une génération consomme pas bien, c'est pas nécessairement positif. Exactement. Fait que je pense que moi, pour mon propre mot de la fin, ça serait d'être soi-même un exemple, puis de le faire avant tout pour soi, puis
pas pour soi d'une manière égoïste, mais pour soi dans le sens qu'on veut une collectivité qui est engagée puis qui est saine, puis il faut être soi-même ce propre reflet-là de qu'est-ce qu'on veut voir pour demain. Donc, ça serait mon mot de la fin. Merci Stéphanie. Moi, sur ça, tout ce que j'ai à dire, c'est les portes s'ouvrent à ceux qui avancent. Donc, faites juste avancer, ayez confiance en vous. Je pense qu'on l'a dit. Tous ceux qui ont une idée, simplement prendre action, puis les gens vont vous regarder, puis ils vont dire « Wow, cool, okay, génial ». Donc, croyez en vous, croyez en vos idées, défendez les causes qui vous tiennent à cœur, avancez, puis vous allez voir, les gens vont venir autour de vous, puis vont vous aider à accomplir ce que vous voyez comme vision. Donc, merci à nos panélistes. Oui, merci beaucoup. Merci à vous tous également d'être restés. Je sais que la conversation s'est étirée un petit peu plus que prévu, mais vraiment, c'est apprécié. Donc, on apprécie beaucoup votre présence. C'est vraiment génial de vous avoir parmi nous. Et on a hâte de vous revoir aux prochains événements. Après l'été, le prochain Quintus à 7 recommence en septembre. On prend une petite pause estivale. Donc, on a le 19 septembre, on va parler d'éthique en communication numérique à l'ETS. Le 17 octobre, on va parler de la collaboration. Lieu encore à déterminer. Et finalement, le 22, juste vous le mentionnez, le 22 novembre, on va être au Conseil des arts. On va parler de l'art et la créativité au service de l'art, la créativité positive. Exactement. Donc, ça va être vraiment un bel événement d'une grande ampleur. Donc, si jamais vous voulez y assister, je vois cette petite slide-là ici. Nous, quand on a lancé Quintus Création, quand on a pris les Quintus à 7 pour Quintus Création, c'est une façon justement de rassembler les gens et de faire participer à ces idées-là pour vraiment créer des connexions entre les gens. Et cette année, on est rendu payant, donc pour nous aider justement à avoir de la diffusion en direct, de l'équipement et tout. Mais si jamais vous voulez justement devenir membre pour nous aider, c'est une belle occasion et vous accédez justement à tous les événements de la saison, comme si c'était les vôtres, en tout temps. Voilà, une belle action pour devenir un citoyen engagé. Donc, sur ça, en fait, si vous voulez rester, il reste encore plein de hot dogs végétariens et plein de choses à boire. Donc, si vous voulez rester, nous restons présents. Sinon, on vous remercie encore d'être venus et on espère vous voir le 19 septembre prochain. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un tirage aussi à faire. On tire dans 2 petites minutes le temps que je me rende à la boîte. Parfait.